Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous pouvez l'imaginer, d'un aspect de la visite du roi Salman d'Arabie Saoudite en Égypte. Il s'agit de l'aspect religieux. Et pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au studio Dr Kamal Gadalla, professeur de littérature et de relations culturelles à l'Université de l'Azhar. Bonsoir, Dr Gadalla. Bonsoir. Mais auparavant, et comme nous avons l'habitude de le faire, je vous propose une petite minute avec Cherif Boussela pour un compte-rendu sur ce pont, le pont de l'amitié, le pont entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui devrait enjamber le détroit de Aqaba vers la ville de Sharm el-Sheikh. Avec Cherif Boussela, on se retrouve tout de suite après. L'Égypte et l'Arabie Saoudite se sont mis d'accord pour construire un pont sur la mer Rouge reliant les deux pays à un projet qui vient une nouvelle fois illustrer le soutien apporté par Riyad au Caire. Le projet a été dévoilé par le roi Salman d'Arabie Saoudite au deuxième jour de sa visite au Caire, peu avant la signature de plusieurs accords et mémorandums d'accord pour une valeur totale de plusieurs centaines de millions de dollars. Je me suis mis d'accord avec mon frère, son Excellence le président Al-Sisi, pour la construction d'un pont entre nos deux pays, a indiqué le roi d'Arabie lors d'une conférence de presse. Cette décision historique qui va relier les continents africains et asiatiques est un saut qualitatif qui va augmenter les échanges commerciaux entre les deux continents à des niveaux sans précédent, a souligné le monarque. Le président Al-Sisi a ensuite proposé que le pont porte le nom du roi Salman Ben Abdelaziz. Peu auparavant, il avait remis à un monarque la plus haute décoration conférée par l'État égyptien, l'ordre du Nil. Les deux chefs d'État ont ensuite assisté à la signature de 17 accords et mémorandums d'accord. Parmi les projets annoncés figure la construction d'une centrale électrique à l'ouest du Caire d'une valeur de 100 millions de dollars, ainsi que la construction de 9 complexes résidentiels dans la péninsule du Sinaï pour un coût total de 120 millions de dollars, selon un communiqué gouvernemental. Les deux parties ont également signé un accord de 250 millions de dollars pour la création d'une université Salman Ben Abdelaziz dans la ville d'Al-Tour, dans le sud du Sinaï. Un pont donc entre les deux pays, un pont spirituel aussi entre les deux pays, et nous allons en parler justement avec Dr Kamal Gadalla. Bonsoir Dr Gadalla. Bonsoir. Le roi Salman d'Arabie Saoudite s'est entretenu avec le grand imam de l'Azhar lors de sa visite en Égypte. De quel sujet ont-ils parlé? En fait, je crois fermement qu'ils ont traité presque toutes les questions qui touchent la communauté musulmane en général. Normalement, le terrorisme était au vif du sujet, comment le combattre au stade intellectuel, comment par exemple faire face aux idées erronées sur l'islam. Mais je crois qu'ils ont traité en particulier la fondation d'un secteur, une filière de l'université de l'Azhar au Sinaï qui était financée par l'Arabie Saoudite et qui va porter le nom de roi Salman. C'est d'une part. Également, le soutien que l'Arabie Saoudite pourrait donner à l'Azhar dans tout le domaine. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'Azhar qui a qui était à l'avant-garde de l'enseignement en Arabie Saoudite à partir des années, même des années 40, des années 30 aussi, parce que c'est la première visite d'un roi saoudien, c'était celle effectuée par le fou le roi Abdelaziz Al Saoud, qui est venu en Égypte en 1926, et là, en fait, il était très chaleureusement accueilli, raison pour laquelle il a trouvé que l'Égypte pourrait jouer un rôle dans la modernisation de l'Arabie Saoudite et la fondation de l'État qui était encore en fait en train de naître et de se former. Donc l'avant-garde des professeurs de l'Azhar, maintenant peut-être toutes les universités saoudiennes sont remplies par des cadres de l'Azhar, soit en sciences religieuses, de langue arabe et également aussi de langue étrangère, en médecine ou tout, c'est-à-dire dans tous les secteurs. Donc les relations entre l'Azhar et l'Arabie Saoudite sont très très fortes.
Je crois que c'était au vif de discussions entre le roi et le grand imam de l'Azhar, normalement. Parce que Je pense aussi que l'Arabie saoudite, l'Égypte, il fut un temps à envoyer la Kiswa de la Kaaba. Ah oui. Elle partait de l'Azhar, c'est bien. Pour En l'Arabie fait, saoudite. il partait, en fait, oui, il était à la charge du gouvernement égyptien, mais en fait, il était célébré avant de partir. Il était toujours à partir avec une cérémonie de la part des ulama de l'Azhar qui sortaient, en fait, pour faire l'adieu, bien le revoir de la caravane, en fait, de cette kiswa, de cette viture de la Kaaba. Et en fait, cette tradition a duré pour longtemps, donc je crois qu'elle était copiée pendant les années 60 seulement. Elle n'a été interrompue que dans les années 60. Oui, il était interrompu dans les années 60. Il ne faut pas oublier aussi que l'Arabie saoudite, elle était, pas l'Arabie saoudite, mais en fait le pays de Hijaz, parce que avant 1924, il n'y avait pas encore l'Arabie saoudite. Donc, pour le pays de Hijaz, en fait, elle était, pour la plupart du temps, sous l'hégémonie égyptienne, soit sous les Toulonides, sous les Erchides, sous, par exemple, les Fatimides également, et aussi sous Mohamed Ali pour un certain temps. Donc, ce pays, il était toujours lié à l'Égypte, géographiquement, démographiquement, il y avait aussi des alliances. Ce sont les pays desquels l'islam est venu, donc il y a toujours de telles relations très étroites entre ce pays, c'est-à-dire l'Arabie et l'Égypte, et surtout après la fondation de l'Arabie saoudite par le roi Abdelaziz Al Saoud, et après avoir en fait oublié tout le patrimoine du passé qui était pendant les guerres contre le wahhabisme, et premièrement au temps de Mohamed Ali, parce que c'était par ordre du sultan ottoman à l'époque. L'Égypte, il était encore en fait une wilaya en fait, ottomane. Mais maintenant, après l'indépendance de l'Égypte et aussi la formation de l'Arabie saoudite, les choses ont beaucoup changé. Il y avait cette coopération aussi entre le roi Farouk et le roi Abdelaziz qui ont contribué en fait intégralement à créer la Ligue arabe à l'époque. C'était l'Égypte, l'Arabie saoudite, c'était aussi la Syrie, l'Irak, donc peut-être 4 ou 5 pays à l'époque. Parmi lesquels le pays fondateur, c'était l'Arabie saoudite. C'était par initiative aussi du roi Abdelaziz Al Saoud. Donc, il connaît très bien, en fait, qu'est-ce que ça veut dire l'Égypte. L'Égypte, il vaut parmi d'autres l'Azhar également. Et l'Arabie saoudite, il constitue parmi d'autres le lieu saint musulman. Donc, le lieu saint musulman, c'est-à-dire les sciences religieuses et arabes. Et cette science, elle était à l'Azhar, et l'Azhar a contribué en fait efficacement à propager les sciences religieuses et les sciences linguistiques en Arabie Saoudite. Et maintenant, elle contribue même avec des ingénieurs, des médecins, des professeurs d'agronomie, des professeurs dans tout le domaine en fait. Une question qui justement me passe à l'esprit tout de suite quand vous avez dit ça. Pourquoi est-ce que l'Azhar n'a pas été construit en Arabie ? Je vous dis pourquoi, parce qu'en fait, l'Azhar, lorsqu'il était fondé, premièrement, il était fondé par les Fatimides chiites ismaélites, en fait. Donc, il était fermé au temps de Salah ad-Din pour chasser, en fait, la secte chiite de l'Égypte. Et aussi, il était rouvert sous le Mamelouk. Donc, l'Arabie saoudite n'existait pas encore. Donc, du même au Hijaz, je veux dire. Oui, même le Hijaz, parce que, je vous dis pourquoi, parce qu'en fait, après l'invasion monogole en fait de Bagdad en je crois 1258, tous les ulama ont fui Bagdad à destination de l'Égypte, ont fui les autres pays aussi, parce que ce sont les Égyptiens qui ont arrêté l'invasion de Tartare, de Mongols, à la bataille de Engalout. Donc en fait c'était l'Azhar seulement le seul en fait, si vous voulez, le seul foyer de science à l'époque. Donc, même l'Arabie saoudite, lorsqu'elle a commencé en fait à naître, à faire son état, l'Azhar était toujours à la disposition de tous les musulmans là-bas pour leur apprendre le fiqh, les sciences religieuses. Et aussi, il y a pas mal de ulama qui étaient formés par des Égyptiens, soit en Arabie saoudite, soit ici. Il y a pas mal des Saoudiens qui sont venus par faire leurs études, soit à l'université de Caire, soit à l'université de l'Azhar, à l'université de Ain Shams aussi. Tous les intellectuels, en fait, gardent des souvenirs tout à fait chers de leur séjour en Égypte, et en tête l'Azhar. Bien, l'Azhar est légèrement différent, pas dans sa doctrine de base, mais dans les aspects extérieurs.
du comportement de l'Arabie saoudite. Comment est-ce que l'Azhar, d'une part, et l'Arabie saoudite gèrent-ils ces petites différences? Est-ce qu'il est possible de les réduire? Ah oui, je crois, mais en fait, il ne faut pas oublier une chose très très importante, c'est le fait que même l'environnement, même le milieu, en fait, il joue un rôle très prépondérant, en fait, dans le choix des attitudes jurisprudentielles, si vous voulez. Parce que, par exemple, le même chef, lorsqu'il était en Irak, il avait une doctrine, une école juridique. Lorsqu'il est venu en Égypte, il a amendé pas mal de choses. Donc, en vertu des exigences environnementales. Donc, en Arabie Saoudite, il s'agit d'une société très conservatrice, en fait, dans peut-être la doctrine hanbalite, elle est le plus convenable là-bas, vu les us et coutumes du pays. Alors que pour l'Azhar, en tant qu'institution tout à fait mondiale, elle doit regrouper toutes les doctrines. Mais ça ne cause pas de problème. Non, ça ne cause pas de problème. C'est-à-dire que les Égyptiens n'y voient aucun inconvénient à ce que l'Arabie soit telle et l'Arabie... Même lorsque l'Arabie Saoudite, en fait, demande à l'Azhar, par exemple, des ulama qui sont spécialistes en doctrine hanbalite, par exemple, ils trouvent. Donc, nous enseignons à l'Azhar toutes les doctrines et tout le Coran, en fait. Mais la grande différence entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, c'est un État qui est relativement récent, il ne faut pas l'oublier, peut-être un siècle à peine, même pas un siècle, même pas, oui, 92 ans seulement. Alors que pour l'Égypte, en ce qui concerne la formation, même la formation des sciences religieuses, elle a dépassé 1000 ans maintenant. Donc, elle est devenue mondiale et mondialisée. Donc, maintenant, il y a une grande différence. Même l'Égypte, elle a commencé sa modernisation bien avant la création même de l'Arabie Saoudite. Ce qui a fait de l'Égypte un État qui n'est pas purement oriental, si vous voulez. Il y a pas mal d'influences qui sont venues d'ici et de là-bas. Parce que l'Égypte, il était aussi le cible de plusieurs expéditions et invasions. Donc, il a reçu pas mal des influences étrangères qui fait de l'Égypte cette mosaïque, si vous voulez, mondiale par excellence. Donc, il y a des différences des us et coutumes entre les deux pays qui empêchent, par exemple, que les Égyptiens deviennent complètement comme les Saoudiens et vice-versa. Mais ça ne cause... L'important, c'est que ça ne cause aucun problème. La variété fait richesse, comme disent les Français. Hein, vous le connaissez très bien. Bien, quels sont donc les aspects de la coopération entre l'Azhar et l'Arabie saoudite à la suite de cette visite, ces deux pays étant des pays sunnites? Comme je viens de vous le dire, en ce qui concerne la vie académique et scientifique, il y a des professeurs de l'Azhar qui travaillent en Arabie Saoudite, et il y a des étudiants qui viennent ici pour faire leurs études. C'est de point de vue, en fait, de coopération académique. Je pense que l'Arabie Saoudite va contribuer aussi à la création... Oui, il va contribuer à la création, en fait, d'une cité universitaire en Égypte. Au Caire. Elle va aussi, je crois, contribuer à la restauration de la construction de Mashakha. On a entendu dire quelque chose comme ça. Oui, il y a la restauration de certains bâtiments. Du siège de l'Azhar. Du siège de l'Azhar. Oui, on dit des rectorats de l'Azhar, donc pareil. Donc, il y a aussi le financement de l'Arabie Saoudite à certains projets, peut-être, académiques, et aussi par exemple, quelques aides destinées aux étudiants pauvres de l'Azhar. Donc, il y a toujours, en fait, cette communication, ce contact. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'Azhar et l'Arabie Saoudite, en tant que pays sunnite maintenant, elles sont, en fait, en proie d'une menace de la part de gouvernement iranien. Je ne dis pas, par exemple, de peuple iranien, mais de gouvernement iranien qui vous... J'allais justement aborder cette question tout de suite. Oui. Justement, quelles sont les craintes de ces deux instances à l'égard du chiisme véhiculé par l'Iran? En fait, le chiisme, ou bien la chiitisation, si vous voulez, de la région, c'est une menace qui n'est pas, en fait, toujours mise en négation de la part de l'Iran. Ni au stade de pratique, ni au stade verbal, si vous voulez. Parce qu'on dit toujours qu'il y a des régions d'influence, ou bien, comme par exemple, il était fier, par exemple, de s'emparer de peut-être 3 ou 4 capitales arabes, Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa. Donc, le fait de dire, par exemple, qu'on s'est emparé de 4 capitales arabes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche l'ancienne influence perse
de l'époque, peut-être de l'époque des mages, sassanides. Donc c'est très très dangereux en fait de parler ainsi. Et aussi, mais c'est une véritable influence. C'est une influence simplement parce que, bon, peut-être en Irak certainement, puisque 60% de la population est chiite. Mais c'est pas vrai. Je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi c'est pas vrai. Parce qu'on qualifie en Irak les sunnites qui sont les sunnites arabes. Mais les Kurdes sont sunnites également. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 18% de Kurdes, le reste étant sunnites arabes. Oui, donc il faut, et puis 60% de... Si vous voulez, peut-être il y a 40% de chiites d'après les statistiques des Irakiens même. Et en fait, à peu près 35% sunnites arabes et 25% sunnites kurdes. Donc selon vous, les Kurdes et les Arabes, il y a des sunnites, oui. Et donc il y a des chiites en Arabie Saoudite même. Il y a au Bahreïn par exemple, il y a au Oman, au Koweït et tout. Donc il faut respecter en fait tout le droit de n'importe quelle confession. Il ne faut pas juger quelqu'un d'après sa confession. Mais je disais justement, peut-être pour l'Irak, bon, il y a beaucoup de chiites, mais en Syrie, la majorité est clairement sunnite. Au Liban, il n'y a pas de majorité. Non, les sunnites en Iran, les sunnites en Irak, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande toujours le soutien de l'Azhar. Il ne faut pas oublier que le président irakien était formé à l'Azhar aussi. Donc les sunnites, en fait, de l'Irak, ont toujours des aspirations à un rôle égyptien efficace en ce qui concerne les préserver contre le chiisme. Par exemple, la formation académique qui est très solide et très efficace, qui pourrait garder aussi les croyances de tels gens et leurs droits. Normalement, donc on pourrait... Mais la crainte de la chiitisation de la population... En fait, cela, elle va faire des limites et de mauvaises conséquences parce que vous pouvez trouver, par exemple, des différends qui pourraient être sanglants entre les membres de la même famille. Hein. Certains qui sont devenus chiites, par exemple, d'autres qui ont gardé le sunnisme. Et donc, comme ça, on pourrait trouver des problèmes dont on n'a pas besoin. Bien, mais dans le temps, il n'y avait pas, quand j'étais jeune, en Égypte, il n'y avait pas cette identité sunnite particulière. Les gens étaient musulmans. Quand quelqu'un portait la barbe, il était sunnite. C'est là qu'on disait qu'il la barbe, c'est folklorique en fait. C'est folklorique de qualifier quelqu'un barbu d'être la population musulmane. Oui, pourquoi on dit que c'est un sunnite? Parce que c'est lui, il observe une sunna, une de tradition, c'est-à-dire laisser la barbe. Donc, qui n'était pas en fait observé par tout le monde. Donc, lorsqu'il est observé par lui, on l'appelle sunnite, ou bien sunni, c'est-à-dire qui observe la sunna de prophète. Ce qu'on ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez tomber sur un barbu qui est charlatan. Il ne faut pas l'oublier. Oui, je veux dire, c'est-à-dire, on ne ressentait pas, les gens ne s'identifiaient pas en tant que sunnites ou chiites, mais en tant que musulmans, c'était tout. Et je vous dis pourquoi, parce qu'à l'époque, en fait, la politique, il n'était pas, en fait, il ne s'immisçait pas, en fait. La religion était de côté. Une dernière question, mais s'il vous plaît, très rapidement, parce que là, on me presse. Le roi d'Arabie se serait entretenu aussi avec le pape Théodoros. De quoi est-ce qu'il a été question? Comment expliquez-vous cette rencontre en présence du président de la République? Ah oui, en fait, je trouve que le roi, il est très très ouvert, en fait, il est très nationaliste, en fait, très patriotique en ce qui concerne la communauté arabe, et je crois qu'il voit avec des yeux tout à fait, en fait, positifs le rôle des chrétiens dans la civilisation arabe et musulmane, et il trouve que les chrétiens sont des citoyens de même pied d'égalité de musulmans. Très positif, en fait. Merci beaucoup, docteur Kamal Gardallah. Vous êtes professeur de littérature et de relations culturelles à l'Université d'El Azhar. Merci, mesdames, messieurs. Excellent week-end. Et à samedi prochain pour une nouvelle édition de ce même programme.